Rapport au savoir, la façon dont on y accède, tout ça est en train de changer radicalement. Et attention, on ne parle pas d'une simple mise à jour technique, non, on parle d'une véritable révolution. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a vraiment changé? Et pourquoi est-ce que ça nous concernait tous? Allez, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour bien comprendre ce bouleversement, il y a cette phrase, un peu provocatrice, du philosophe Michel Serres. L'idée, elle est assez simple en apparence. Avec le numérique, hop, on dirait qu'on a réglé d'un coup un problème vieux comme le monde, celui de l'accès à la connaissance. Tout est là, disponible, juste au bout de nos doigts. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? Alors, pour nous guider dans ce nouveau monde, Serres a imaginé un personnage, Petite Poucette. C'est un nom assez tendre en fait qu'il donne à cette nouvelle génération qui navigue dans le monde avec ses pouces sur un smartphone. Et au fond, Petite Poucette, eh bien, c'est un peu nous tous, dès qu'on a un téléphone en main et un accès direct à tout le savoir du monde. Mais attention, pour Serres, ce n'est pas juste une histoire de nouveaux outils ou de nouveaux gadgets. Non, non, c'est beaucoup plus profond. Il parle carrément de l'arrivée d'un nouvel humain. C'est notre rapport au savoir, à l'espace, à notre propre corps qui est complètement chamboulé. Pour donner une idée de l'échelle, c'est un changement aussi énorme que l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. Rien que ça. Et au départ, la promesse de cette révolution, elle était immense. On imaginait une sorte d'utopie, une vraie démocratie du savoir, où la vieille barrière entre celui qui sait et celui qui écoute, eh bien, elle tomberait. Chacun pourrait prendre la parole, créer, partager. Un monde où, pour reprendre les mots de Spencer, on peut entendre la voix de tous. Ça fait rêver, non? Sauf que ce beau rêve, il s'est un peu fracassé contre le mur de la réalité. Parce qu'au lieu de devenir ce grand espace de partage collaboratif, le savoir est devenu un marché mondial ultra compétitif et même assez féroce. Pour bien comprendre l'ampleur du truc, un chiffre suffit. Regardez la mobilité étudiante. Elle a littéralement explosé. On ne choisit plus simplement l'université du coin, mais la meilleure option possible n'importe où dans le monde. Et ça, forcément, ça a lancé une course mondiale acharnée entre les établissements. Alors comment on gagne cette course? Il suffit de jeter un œil aux règles du jeu, par exemple celle du fameux classement de Shanghai. Là, on oublie les grands idéaux. Ce qui compte, ce sont des indicateurs de performance pure et dure, le nombre de prix Nobel, le volume de publications, bref, on est dans une logique de compétition brute. Et là, on voit bien le grand écart. D'un côté, l'idéal classique de l'université, lieu de savoir désintéressé, et de l'autre, la réalité d'un marché. La coopération, elle laisse la place à la concurrence pour attirer les cerveaux. Et la connaissance pour elle-même, elle est de plus en plus vue comme un simple outil pour booster un CV. Mais il y a un deuxième gros problème. Cette révolution, eh bien, elle n'est pas pour tout le monde. La belle promesse d'un accès universel se heurte à un obstacle immense, la fracture numérique. Regardez ce chiffre de l'INSEE, il est assez parlant. Plus de 15% de la population en France est en situation d'illectronisme. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'elle n'a tout simplement pas les compétences de base pour se servir des outils numériques. Le savoir est peut-être en ligne, oui, mais pour des millions de gens, la porte reste fermée à clé. Et ça pose une question essentielle. C'est génial de dire que toute la connaissance humaine est accessible dans une bibliothèque virtuelle géante, mais si une personne sur 6 n'a même pas la clé pour entrer, à quoi ça sert? Heureusement, face à ces défis, des solutions commencent à apparaître. Et ce qui est intéressant, c'est que la solution à ce problème numérique, elle est souvent profondément humaine. Et la réponse, elle vient parfois d'endroits qu'on pensait un peu dépassés, les bibliothèques publiques. Elles sont en train de se réinventer complètement. Aujourd'hui, elles sont en première ligne pour combattre cette fracture numérique, en proposant un accompagnement humain, tout simplement. Qu'est-ce qu'elles font concrètement? Eh bien, elles fournissent du matériel, bien sûr, mais surtout, elles organisent des ateliers, des cafés numériques où on peut venir poser ses questions tranquillement. Elles donnent aussi accès à plein de ressources en ligne gratuitement. Et, le plus important, elles forment leur personnel pour qu'ils ne soient pas juste des techniciens, mais de vrais médiateurs numériques, capables de guider les gens vers l'autonomie. Mais accompagner les gens, ça ne suffit pas. Si on veut vraiment démocratiser le savoir, il faut aussi s'attaquer aux règles du jeu, c'est-à-dire au cadre juridique qui décide de comment on peut ou pas partager l'information. Cette image, elle résume parfaitement l'ancien modèle. Le savoir y est vu comme une propriété privée, un champ bien clôturé où il est interdit d'entrer sans autorisation. Ce modèle, il repose sur le droit d'auteur. L'idée de base est simple, le créateur a un monopole sur son œuvre. Le souci, c'est que ce système a été pensé pour le monde du papier, de l'imprimé. Et il est souvent complètement inadapté à la fluidité, à la vitesse du monde numérique. C'est là qu'on assiste à un changement de philosophie radical. On passe de propriété privée et son fameux tout droit réservé à une toute nouvelle approche, bien symbolisée par ces licences Creative Commons et leurs certains droits réservés. Le changement de perspective est total. Alors, comment ça marche? C'est simple, au lieu de tout interdire par défaut,
ce qui oblige à demander la permission pour chaque petite utilisation, les Creative Commons inversent la logique. Le principe devient tout ce qui n'est pas explicitement interdit est autorisé. Le créateur dit à l'avance ce qu'il permet, et ça fluidifie énormément le partage et la réutilisation. Et ces nouveaux outils juridiques, ils sont le carburant d'un mouvement beaucoup plus large, le libre accès ou open access. L'objectif est simple, rendre les résultats de la recherche scientifique, qui est très souvent financée avec de l'argent public, accessibles gratuitement pour tout le monde. C'est une façon, en fait, de boucler la boucle et de revenir à la promesse de départ de cette révolution numérique. Voilà, on a fait un sacré parcours ensemble. On est parti d'une promesse quasi utopique. On a traversé la réalité parfois brutale de la compétition et de l'exclusion pour finalement découvrir qu'il existe des solutions bien concrètes, à la fois humaines et juridiques, qui sont en train de bâtir un monde du savoir plus juste et plus ouvert. La question qui se pose à la fin, elle est donc assez simple. Les outils, qu'ils soient techniques, humains ou juridiques, on les a. Une vraie démocratie du savoir est à portée de main. La seule question qui demeure, c'est est-ce qu'on est collectivement prêt à s'en saisir pour la construire, cette démocratie ?